La France compte 1 300 000 associations et beaucoup, vous le savez, ont été en première ligne pendant la crise du Covid. Et pour les défendre et porter leur parole, il y a un mouvement en France, le mouvement associatif, qui représente à lui seul 600 000 associations parce qu'elle représente beaucoup de réseaux, beaucoup de fédérations. Et c'est un mouvement qui vient de changer de visage. Bonjour Claire Toury. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la nouvelle présidente du mouvement associatif. Vous êtes jeune, vous êtes une femme et vous incarnez désormais le monde associatif. Est-ce que ça veut dire que le milieu associatif se féminise et se rajeunit ? Je ne suis pas certaine que ça veuille dire ça. Je suis assez certaine d'ailleurs que le milieu associatif a toujours été assez féminisé. Le milieu associatif est aussi assez jeune. D'ailleurs, il y a une enquête qui montre que la crise sanitaire a vu augmenter considérablement le nombre de jeunes qui se sont engagés. Donc les jeunes s'engagent, il ne s'agit pas de s'engager davantage. Par contre, le mouvement associatif a décidé de montrer ça, de donner à voir cette partie-là du monde associatif qui n'était pas forcément mis en lumière jusqu'ici, et a décidé de me faire confiance en m'élisant à la présidence du mouvement associatif le 16 avril dernier. Alors félicitations pour ça. Merci. Vous avez 31 ans, vous avez déjà un parcours très riche, vous êtes une spécialiste de l'engagement des jeunes puisque vous avez écrit une thèse sur l'engagement étudiant dans un monde d'individualisation. Vous avez exercé des mandats auprès de l'Agence du service civique, auprès de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Vous terminez aussi un mandat de 4 ans comme délégué général d'AnimaFac, c'est un gros réseau d'associations étudiantes. Et vous avez rencontré très vite, au moment de votre prise de fonction, Sarah El Haïry, qui est secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Sur quoi vous avez échangé ? Elle a souhaité me rencontrer assez rapidement pour qu'on puisse poursuivre le dialogue qui avait été déjà initié par mon prédécesseur, donc Philippe Jachamp. Donc on a échangé sur la mise à jour de la feuille de route vie associative. La feuille de route vie associative qui avait été présentée par Gabriel Attal à la suite du rapport qui a été remis par le mouvement associatif en 2018. Donc là on parle de la feuille de route du gouvernement. Absolument. En février, le mouvement associatif a rencontré le Premier ministre avec Olivia Grégoire et Sarah El Haïry, À la suite de cet échange, il a été demandé par le Premier ministre aux 2 secrétaires d'État de proposer une mise à jour de la feuille de route dans le contexte de la crise sanitaire et de l'après-crise sanitaire. Donc on a échangé à ce sujet, d'une part. On a beaucoup échangé aussi à propos des 120 ans de la loi 1901. Le 1er juillet, la loi 1901 aura 120 ans, donc on a discuté de ce qu'on allait pouvoir faire pour célébrer cet anniversaire dans un contexte un peu particulier, puisque dans le même temps, il y a un projet de loi qui est en discussion, le projet de loi visant à conforter les principes de la République. Et ce projet de loi propose la mise en place d'un contrat d'engagement républicain qui pose un certain nombre de difficultés, voire beaucoup de difficultés au monde associatif, et ça provoque Dites-nous pourquoi. Un mécontentement. Alors pourquoi ? Parce que le contrat d'engagement républicain demande aux associations de ne pas mettre en péril l'ordre public. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'ordre public ? Est-ce qu'une association environnementale, à partir du moment où elle préconise de la désobéissance civile, elle met en péril l'ordre public ? Première question. Alors on va nous répondre que non, c'est pas ça qui est dans les tuyaux, mais quand même ça pose un sujet. Donc nous, ce qu'on pointe, c'est que les associations, notamment les associations de droit et de cause, ne pourront pas exercer leur action associative parce que ce contrat d'engagement républicain les contraindra si elles veulent pouvoir prétendre à des subventions. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est qui décide. Si à un moment, on considère qu'une association met en péril les valeurs de la République et que du coup, on fait valoir le contrat pour lui retirer une subvention, qui décide ? L'autorité administrative, l'autorité judiciaire. On sait qu'il y a des enjeux politiques derrière, donc si une collectivité décide pour une raison ou pour une autre de retirer sa subvention ou son agrément à une association, au motif de la République, comment est-ce qu'on peut être certain que c'est bien ça qui est en jeu et que ce n'est pas des raisons politiques ? Voilà, donc dans un contexte quand même où les associations, vous l'avez dit, ont été en première ligne depuis un peu plus d'1 an, où je pense que sans elles, on n'en serait pas là aujourd'hui et la crise sanitaire aurait eu des conséquences bien plus dramatiques, le message est assez mal perçu, mal reçu. Donc j'ai redit ça à la secrétaire d'État, qui a des arguments qui sont forcément différents, mais qui entend ce qu'on lui rapporte et qui s'est engagé à revenir vers nous pour essayer de trouver une issue satisfaisante pour tout le monde. À quelle échéance ? J'espère bientôt. Vous espérez avant peut-être les 120 ans de la loi de 1881 ? J'espère avant les 120 ans. La loi 1901, c'est une grande loi de liberté, avant tout. Et donc on va profiter de cet anniversaire pour le rappeler
à nos citoyens, enfin à nos concitoyens, mais aussi aux parlementaires, au gouvernement. Et on va essayer de rappeler que sans les associations, la situation actuelle ne serait pas ce qu'elle est et que surtout, les associations ont grandement contribué à travers l'histoire à faire bouger les valeurs et les principes et qu'aujourd'hui, personne ne remet ça en question. Donc il faut faire très attention avec ce contrat d'engagement républicain parce que s'il avait existé il y a un siècle, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, vous êtes une spécialiste de l'engagement des jeunes avec cette thèse sur l'engagement étudiant dans un monde d'individualisation. Qu'est-ce que c'est l'engagement pour vous, Claire Toury? Alors c'est une bonne question. Dans ma thèse, je pense que je consacre 40 pages à définir ce que c'est l'engagement, mais en quelques mots, il y a une définition, je crois que c'est la définition du Larousse que je trouve assez intéressante, qui dit que l'engagement, c'est exprimer par des mots ou par des actes, une indignation, un mécontentement, l'envie de porter un projet, voilà. Mais c'est l'expression par des mots ou par des actes de quelque chose qui nous porte, alors qui nous porte dans le bon sens du terme ou dans un sens plus négatif, parce que ça peut provoquer de l'indignation, du mécontentement, et donc du coup provoquer l'envie d'agir et de réagir. Et votre engagement à vous, il tient à quoi ? Je crois que mon engagement à moi, il tient d'un sentiment assez fort que le modèle éducatif français est limité. Alors limité et limitant, je dirais. Alors je vais m'expliquer, et surtout très anxiogène. Moi, je crois qu'il y a un moment où je me suis réveillée et je me suis dit qu'on s'était un peu toutes et tous fait avoir parce qu'on nous a dit, voilà, réussis à l'école, et des bonnes notes, passe ton bac à 18 ans, ta licence 3 ans plus tard, etc. Et puis ça va aller, tu vas trouver du boulot, et puis ça va bien se passer. Si tu travailles bien à l'école, tout se passera bien. Moi, j'ai eu mon bac en 2007. Il y a eu une crise économique tout de suite après. J'ai vu beaucoup de gens qui sortaient de leurs études et qui se sont retrouvés sur le carreau. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est un leurre. En fait, on est en train de nous... l'éducation formelle ne tient pas toutes ses promesses. Voilà, j'avais intitulé un article comme ça un jour. Et du coup, je me suis dit, alors si l'éducation formelle ne tient pas toutes ses promesses, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est quand même face à une génération qui est hyper résiliente, qui s'adapte, qui porte des projets, qui défend des causes. Donc qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Et je me suis rendu compte que c'est l'engagement qui était une réponse à ça. Parce que voilà, le fait de partager avec d'autres... des responsabilités, un projet, une cause, d'être tout de suite dans la situation de faire l'action. Je trouvais que ça, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Et donc, ça contribue à pluraliser la notion de réussite, ça contribue à acquérir des compétences, ça contribue à se connaître davantage soi-même, à découvrir davantage les autres, à se construire politiquement et à s'affirmer en tant que citoyen, et donc à grandir, mûrir. Et voilà, et pour moi, ça, c'est gagnant-gagnant. Et je trouve que la racine de mon engagement, c'est plutôt le constat d'un système éducatif qui est assez inégalitaire, qui est très anxiogène, parfois inadapté avec la réalité et avec les aspirations de ses élèves, je pense, et les aspirations des citoyens. Et ça crée des situations qui sont problématiques. Quand on voit les chiffres sur la santé mentale des jeunes en France aujourd'hui, ça en dit quand même assez long sur notre système éducatif, je trouve. Aujourd'hui, après le Covid ou même avant le Covid? Alors, aujourd'hui, après le Covid, c'est encore pire, mais là, on a des facteurs qui peuvent l'expliquer, mais même avant le Covid. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais je me souviens d'une enquête qui montrait que les collégiens à 12-13 ans avaient un niveau d'angoisse qui était extrêmement élevé. Et alors, bon, il y a sans doute plein de raisons. Il y a des raisons sociales, des raisons culturelles, il y a plein de raisons. Mais quand c'est à ce point-là, qu'est-ce qui est commun à cette génération-là? C'est l'école. Mais je pense que le fait de s'engager, de reprendre un peu la main sur son parcours, sur sa vie, etc., ça aide grandement. L'engagement, vous nous l'avez dit, ça passe par l'action. Comment est-ce que vous agissez, Claire Toury? Qu'est-ce que vous avez mené comme action jusqu'ici et quel type d'action vous voulez encore mener aujourd'hui? Alors moi, j'ai mené des types d'actions assez différents, puisque vous l'avez dit, je me suis lancée dans de la recherche, donc à un moment, c'était aussi un geste un peu politique de faire de la recherche. Alors, c'est un parcours, c'est plein de choses, une thèse, mais c'était aussi de démontrer par des faits qu'il y avait une forme de vérité. Alors bon, les chercheurs bondiraient s'ils m'entendaient dire ça, mais que quand on affirmait que l'engagement, par exemple, c'était facteur de réussite éducative, et pas l'inverse, parce qu'on a quand même entendu ça pendant des années, eh ben, il s'agissait de le démontrer par des chiffres. Et en le démontrant par des chiffres, eh ben, tout de suite, ça donne du poids aux propos politiques qu'on veut porter. Donc à ça, après, dans ma vie, j'ai fait du soutien scolaire. Enfin, j'ai eu pas mal d'actions d'engagement, de bénévolat, etc. Ce que j'ai fait et ce que je fais encore, pour moi, c'est ça,
ma mission, et c'était le cas à l'IMAFAC pour un public différent, et puis c'était encore le cas avant dans d'autres engagements que j'ai pu avoir, c'est de faciliter le quotidien de celles et ceux qui s'engagent, en fait, c'est de faire en sorte que le fait associatif, alors en tant que présidente du mouvement associatif encore plus, mais que le fait associatif soit reconnu, soit valorisé, que les associations aient des moyens d'action et des moyens d'être entendues, donc ça passe par un soutien financier, ça passe par un accompagnement de la formation, ça passe par tout un tas de choses, et ça passe aussi par une action de plaidoyer qui est assez importante, qui est même essentielle, puisque c'est pas, les associations, c'est pas seulement des espaces c'est pas seulement des structures qui ont besoin d'accompagnement financier ou d'accompagnement humain, c'est des espaces qui ont un message politique, en fait. La structuration associative, le choix de l'association, c'est un message politique en tant que tel. Et donc pour moi, c'est ça qu'il s'agit de porter. Elles sont assez soutenues, selon vous, aujourd'hui, les associations? On veut toujours plus. Mais, ouais. Mais est-ce qu'elles sont correctement soutenues aujourd'hui? Les associations ont été assez soutenues pendant cette crise, ça c'est vrai. Donc, je pense qu'on ne peut pas remettre ça en question. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elles ne sont pas soutenues aujourd'hui. Après, elles ont bossé pour, et elles bossent pour. Donc voilà. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce soutien s'arrête brutalement. Alors, peut-être pas brutalement, mais progressivement, parce que à cette crise sanitaire va succéder une crise économique, et que cette crise économique implique des choix, et que ces choix, souvent les premiers concernés par ces choix, quand il y a des arbitrages, c'est nous. Mais aujourd'hui, vous vous sentez entendu par Sarah El Haïry? Alors non. Alors quand je parlais de soutien financier. Je ne dirais pas que les associations sont assez soutenues en général. Je pense qu'on a un vrai problème en France. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes le pointe bien, celui qui est sorti la semaine dernière. Il faut une politique transversale de la vie associative en France. Alors, il y a une politique sectorielle, il y a des politiques sectorielles, et c'est très bien. Nos coordinations au sein du mouvement associatif travaillent avec les ministères et les ministres en charge de chacun de leur secteur. Mais une politique transsectorielle, transversale de la vie associative, il y a des bribes, voilà, il y a des petites choses qui ont été faites, mais on est encore loin d'une vraie politique ambitieuse, comme on l'a appelé de nos voeux en 2018. Vous avez aussi rencontré Olivia Grégoire, qui est la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, qu'on connaît bien chez Mediatico, parce que c'est vraiment une partie de notre public ici. Est-ce qu'elle est à l'écoute du monde associatif, elle, qui est en charge davantage de l'entrepreneuriat social et des entreprises responsables? Ah oui, très clairement. L'échange que j'ai eu avec Olivia Grégoire, et je sais que ça s'est vérifié auparavant, puisque clairement, Olivia Grégoire, elle est très très à l'écoute du monde associatif. On sent que son envie de soutenir le monde associatif est réelle, forte, elle est déterminée à le faire. Après, elle a un périmètre qui fait son périmètre ne concerne pas tout le monde associatif, puisqu'il concerne avant tout les associations employeuses. Dans le plan de relance, le fonds qu'elle a créé pour les acteurs de l'ESS, ça concerne aussi les associations. Quand on a des difficultés, on lui fait remonter et elle essaie de trouver des solutions. Alors voilà, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, mais je la sens, en tout cas, l'échange que j'ai eu avec elle était assez déterminé. Mais alors, quel est le plaidoyer que vous allez porter face au gouvernement notamment et face au pouvoir public en général au moment où il y a des élections? Ça peut être les régionales, ça peut être les présidentielles l'année prochaine. Alors, pour les élections régionales, on a organisé un plaidoyer qui est avant tout porté par nos mouvements associatifs régionaux, puisqu'on a une organisation qui est quand même territorialisée. Il y a 11 propositions qui sont mises en avant dans ce plaidoyer. Donc c'est assez large, ça va de l'accompagnement des têtes de réseau au fait que les associations sont avant tout sont en première ligne, ils sont des réponses aux crises. Alors ça, je l'ai beaucoup dit au moment de l'élection à la présidence du mouvement associatif, mais on est dans un contexte où il y a des crises en chaîne, des transitions en chaîne. On a une transition écologique qui est quand même indispensable. En fait, je pense qu'on est toutes et tous convaincus par ça, en tout cas ici. Les associations, c'est une partie de la réponse à ce besoin de transition-là. On a des transitions sociales qui sont à venir, les associations sont aussi une partie de cette réponse-là. Donc dans le cadre du plaidoyer pour les régionales, c'est beaucoup mis en avant. Après, pour ce qui est du plaidoyer pour la présidentielle, en 2020, on a organisé un événement droit de cité pour les 20 ans du mouvement associatif. On va organiser un nouveau droit de cité en 2022, le 31 janvier. Le droit de cité ne sera pas qu'un événement dédié à l'élection présidentielle, mais forcément pour partie. Et notre projet est d'inviter les candidates à l'élection présidentielle dans le cadre de cette journée pour les faire débattre, pour organiser un débat dédié aux questions d'engagement, de vie associative, d'économie sociale et solidaire aussi.
Et moi, ce que je souhaite qu'on organise à la rentrée, c'est une consultation à destination non pas de tous les citoyens, mais à destination des responsables des associations, des bénévoles engagés dans nos associations, pour récolter une parole plus large, parce que je crois que ce qui pose quand même ce qui nous a posé problème jusqu'ici et ce qui nous pose problème, c'est d'arriver à démontrer qu'on représente plus que nous-mêmes. Alors, évidemment, moi je sais qu'on représente plus que nous-mêmes et je sais que quand je parle, je ne parle pas que pour moi-même. Mais je crois que dans notre interlocution avec le gouvernement, ce qui a posé un certain nombre de difficultés ces dernières années, c'est ça. Je pense qu'on est parfois passé pour un clan qui portait ses propres intérêts. Donc je pense que ça peut être important d'avoir une parole un peu forte en amont de la présidentielle, qui ne soit pas la parole du mouvement associatif et de son conseil d'administration ou de ses membres, mais qui soit la parole du mouvement associatif qui a décidé d'interroger plus largement celles et ceux qui s'engagent dans les associations autour de propositions un peu fortes qui n'ont pas encore été construites ni définies, mais voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on organise. Et vous allez contribuer ou participer à la démarche de la République de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, intégrant donc le monde associatif, démarche qui est aussi une démarche de plaidoyer en vue de la présidentielle. Alors, il y a la République de l'ESS, évidemment, on est en train de travailler là-dessus. Il y a le pacte du pouvoir de vivre, dont on est membre, dans le cadre duquel on travaille aussi. Il y a un certain nombre de collectifs dans lesquels on s'implique. Donc il y a un faisceau de mobilisation là, qui vont converger vers l'élection présidentielle. Absolument. Il y a quelques jours sur Twitter, vous avez dit, quand la Cour des comptes soulignait le besoin d'une vision stratégique pour accompagner la vie associative, vous avez dit que vous aviez des idées. Quelles sont les idées que vous voulez pousser ? Comment est-ce qu'on fait ? C'est quoi cette vision stratégique ? Alors, c'est une vision stratégique et surtout une vision transversale, je dirais. C'est de dire qu'il ne s'agit pas de considérer les associations uniquement comme des espaces d'engagement ou de réponse sectorielle. C'est de montrer que, voilà, alors vous le disiez, c'est 1,3 million d'associations, c'est 1,8 million de salariés, donc c'est quand même 10% du secteur privé, c'est 80% de l'ESS, le monde associatif. Le monde associatif est une sorte de société à lui tout seul, puisque on a tous les champs qui vont être représentés, le sport, la culture, le socio-sanitaire et social, l'éducation populaire, le tourisme social, enfin voilà, la famille, tous les champs, tous les publics vont être représentés au sein du monde associatif. Et c'est des publics qui ont des besoins spécifiques, alors des besoins spécifiques en matière d'accompagnement, mais aussi des besoins spécifiques en matière d'espace, en matière de financement, et qui ont des messages à porter. Alors moi j'adorerais par exemple qu'après 2022, on organise des assises nationales de la vie associative et qu'on se dise, voilà, il n'y a pas eu d'assises nationales de la vie associative depuis 99 ou 2000, j'ai plus la date exacte, mais c'est ça qui a donné, plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, c'est ça qui a donné lieu à la charte, la première charte des engagements réciproques en 2001 et aux annonces au moment des 100 ans de la loi 1901. Donc le monde associatif a changé, les formes d'engagement ont changé, la crise sanitaire a révélé des nouveaux besoins de solidarité, a mis en avant des transitions, je l'ai dit. Pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas des assises nationales de la vie associative pendant 6 mois où on organiserait des échanges dans les territoires, des échanges sectoriels, des échanges territorialisés, des échanges transversaux pour avoir pour réussir à construire une vraie feuille de route, une vraie politique qui soit non pas du gouvernement vis-à-vis des associations ou vis-à-vis des citoyens, mais qui soit co-construite avec les associations et avec celles et ceux qui s'engagent pour les 20 prochaines années. Alors, votre prédécesseur, Philippe Jachand, là, qui a présidé le mouvement associatif pendant 5 ans, lui, il plaidait auprès du gouvernement pour le développement d'une politique de la vie associative ambitieuse. Quelle est votre feuille de route à vous pour votre mandat, Claire Toury ? Alors, j'en ai plusieurs. J'ai une feuille de route interne, disons, et une feuille de route externe. À l'interne, je pense que le mouvement associatif, alors ça ne se voit pas forcément de l'extérieur, parce que le mouvement associatif fait plein de choses, mais quand on regarde l'équipe, c'est une petite équipe, c'est des petits moyens. Donc pour moi, il y a un enjeu à renforcer le mouvement associatif. Ça peut passer par plein de choses, mais par la mobilisation d'experts ou de bénévoles, mécénat de compétences. Enfin, bon, il y a plein de choses qui peuvent être organisées donc, pour renforcer le mouvement associatif à l'interne. Après, à l'externe, il y a la présidentielle, hein, forcément, ça va, je pense, nous occuper grandement, puisqu'il y a la présidentielle et puis ensuite il y a l'après-présidentielle et comment est-ce que l'engagement ou les engagements pris par celui ou celle qui sera élu à la présidence de la République sont mis en œuvre. Il y a la reconstruction du monde associatif dans l'après-crise sanitaire, dans l'après-Covid. Enfin, le monde associatif a quand même été en première ligne de la crise pour certains secteurs, mais aussi beaucoup impacté pour d'autres. Il y a
un certain nombre de secteurs qui ont été à l'arrêt pour partie ou totalement. À qui vous pensez ? Au sport, forcément, au tourisme social, à la culture. C'est des secteurs qui ont été quand même très, très impactés par la crise sanitaire. Comment est-ce que ces associations-là vont se reconstruire dans l'après-Covid ? Et comment est-ce qu'on s'assure que dans le cadre du plan de relance à venir, les associations soient bien au cœur de ce plan de relance-là ? Ça fait partie des éléments un peu pratiques. Après, moi, je crois qu'il faut aussi qu'on réaffirme le rôle politique des associations. Je pense que ça, c'est très, très important de réaffirmer que, au-delà des actions qui sont portées, il y a un message derrière et qu'il y a un projet de société derrière et qu'il y a des réponses surtout qui peuvent être proposées. Ça fait aussi partie des éléments qui me semblent essentiels. Et puis, dernier point, peut-être, la territorialisation. Je pense que ça, c'est essentiel. On l'a bien vu, hein. D'ailleurs, c'est une enquête du mouvement associatif qui le dit, celles qui ont été faites avec Recherche et Solidarité. Face à la crise sanitaire, 40% des associations, elles vont se tourner non pas vers l'État pour les aider, mais vers leur collectivité territoriale. Et donc, on voit bien que c'est dans les territoires que la réponse, elle se trouve. Et pour moi, pour que ça marche, il faut qu'on ait une vision systémique, il faut qu'on ait une vision où le local et le global s'alimentent et où on arrive à vraiment décliner territorialement les orientations stratégiques du mouvement associatif, orientations stratégiques que nous sommes d'ailleurs en train de finaliser. Dernière question, Claire Toury. Vous avez dit en prenant vos fonctions de présidente du mouvement associatif que l'action associative nous offre une grille de lecture du monde plus adaptée. Qu'est-ce qui ne va pas dans la grille de lecture du monde habituelle ? Ce qui pose problème dans la lecture du monde dominante, politique, en tout cas celle des pouvoirs publics au sens large qu'on entend aujourd'hui, c'est quand même une adéquation assez forte, je trouve, entre la réalité des territoires et les aspirations de vie des habitants. Je trouve que ça, c'est quelque chose... On sent une déconnexion. Quand on parle de la déconnexion des élites, de la déconnexion des institutions, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, régulier. Et on entend souvent de la part de nos concitoyens que les pouvoirs publics, en fait, sont assez éloignés d'eux et que la politique est assez éloignée d'eux. Les associations... C'est pas une réponse magique, mais les associations, elles sont partout. Elles sont dans toutes les villes de France, dans toutes les communes de France. C'est une représentativité assez incroyable. C'est un maillage territorial qui est unique. Et les associations, en cela, parce qu'en fait, elles sont l'émanation des citoyens eux-mêmes. Hein. C'est ça, quand même, les associations. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui est pensé par les citoyens, créé par les citoyens, qui, à un moment ou à un autre, ont envie de se rassembler pour porter quelque chose ou pour défendre une cause, pour tout un tas de raisons différentes, vont se créer, s'organiser. Et donc, en cela, les associations sont sans doute les rares à offrir une grille de lecture où il y a une vraie adéquation entre ce que les citoyens veulent, ce à quoi les citoyens aspirent, et ce qui se passe réellement. Et donc, en ça, je pense que ça offre une grille de lecture plus adaptée. Eh bien, merci beaucoup Claire Toury pour porter très fortement ce mouvement engagé, ce mouvement associatif. Je rappelle que vous êtes la présidente du mouvement associatif qui représente 600 000 associations en France.